Je devais faire un exposé sur les sciences, la confiance et l'éthique. Et je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il y a une tension entre les sciences et la confiance, puisque les sciences sont motivées par une absence de conscience, un esprit inquiet. Et en même temps, le but des sciences est de trouver des éléments tangibles, c'est-à-dire d'assurer une confiance. Et une confiance qui n'est jamais définitive, c'est ça qui est important. Et bien sûr, ça se heurte à différents obstacles aujourd'hui dans la société, parce que là où les sciences devraient avoir la confiance du public, souvent elles suscitent la défiance dans le public. Alors à la fois la défiance est bonne parce qu'elle peut être moteur des sciences, mais quand c'est la défiance du public vis-à-vis des sciences, elle est certainement néfaste parce qu'elle va à l'encontre de faits qui sont étayés par un certain nombre de preuves, de procédures, et je crois qu'il est important de bien comprendre pourquoi, et de bien comprendre d'abord parce que ça peut venir éventuellement de certains scientifiques qui se sont mal conduits, mais ça peut être venir des applications de la science qui suscitent de l'inquiétude. Et c'est là où les questions d'éthique, je crois, sont extrêmement importantes. C'est à se demander, dans ce monde qui se transforme, comment faire en sorte que l'on décide des choix collectifs, des choix qui sont liés aux avancées de la technologie et des sciences, et que ce ne soit pas simplement quelques politiques, quelques technocrates qui décident, mais que ce soit une volonté collective. Voilà. Et pour faire ça, il me semble que justement le modèle de développement des sciences, qui est un modèle d'interrogation, un modèle à l'intérieur duquel les gens débattent, pourrait être éventuellement un bon modèle. Ce sont des éthiques de la délibération. C'est ça qui, je crois, est extrêmement important. J'ai été invité donc à parler d'éthique, et ce sont des questions qui me motivent depuis un certain temps. Alors pourquoi l'éthique? Parce que c'est lié aux habitudes de vie, aux mœurs, à ce que l'on doit faire dans la société. Et l'éthique, ça se distingue de la morale, parce que, enfin, on a pris l'habitude d'associer la morale à moralis, qui veut dire la même chose. Ce sont les mœurs, mais en latin. Et les Romains sont plutôt des gens de la loi, tandis que l'éthos, donc les mœurs mais en grec, c'est plutôt la philosophie, c'est le questionnement. Et justement, il me semble important aujourd'hui sur la science de se questionner sur ce qu'elle apporte et sur la façon dont on va pouvoir intégrer les résultats dans notre vie quotidienne. C'est central, et parce que on se rend compte que notre société est de plus en plus conditionnée par la science. Alors ça peut être les sciences de la nature, puis ça peut être aussi ces sciences nouvelles qui sont les sciences de l'information, qui transforment tout notre univers. Or, cela a des conséquences majeures sur la société, sur la politique, et donc il faut se demander comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats pour le meilleur. Et donc pour ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend comme étant le meilleur. Ça n'est pas donné. Chaque peuple, chaque époque de l'histoire a eu des aspirations différentes. Aujourd'hui, je crois que cette question nous est reposée, et je crois que plus que jamais, il faut tâcher d'y répondre. Mais comme les choses vont vite, je pense qu'il faut essayer d'y répondre rapidement. D'abord, il faut savoir que le monde a changé. Que là où il y avait des autorités qui pouvaient, du fait de leur position sociale, affirmer un certain nombre de choses, ce monde est révolu. On est dans des sociétés où tout le monde analyse, met en cause, accède à l'information, confronte les informations. La difficulté aujourd'hui, ça n'est pas d'avoir l'information, parce que tout le monde l'a, mais c'est d'être capable de trier. Au fond, c'est une capacité de discernement, une faculté d'attention, ne pas être noyé, ne pas se laisser abuser par des déclarations qui sont excessives. Et je crois que c'est là où les scientifiques ont un rôle à jouer, un rôle de passeur, pour expliquer leurs résultats, et pour montrer que sur certaines questions, à la fois ils ne pensent pas avoir
conclusion définitive, bien sûr, hein, puisque toutes nos avancées scientifiques, hein, bien sûr, seront remises en cause demain, mais qu'ils ont des arguments, hein, qu'ils doivent porter à la connaissance de l'ensemble du public, et que ces arguments sont fondés, hein, et qu'ils ont plus de valeur que d'autres arguments. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Bien sûr, ce n'est jamais une situation confortable, hein, mais en même temps, c'est ça, bien sûr, qui fait ce qui est passionnant, hein, c'est qu'on est sur des champs nouveaux, que la société se transforme, et que, en même temps, les résultats de la science, il faut bien savoir qu'ils peuvent être utilisés de différentes façons, et qu'il y a des choix qui sont des sociétés. Hein. Jean-François Delfrécy, d'ailleurs, l'a bien dit sur les questions de bioéthique, hein, et sur des questions qui me concernent plus, qui sont les questions d'informatique et d'intelligence artificielle. Il y a aussi des choix qui pourront être différents. Hein. Je pense que des pays comme les États-Unis ne font pas les mêmes choix que nous. Hein. Ils sont nourris par la science-fiction. Hein. Des pays comme la Chine sont nourris aussi, hein, par d'autres projets, hein, plus totalitaires, hein, d'une certaine façon, hein, qui n'hésitent pas à utiliser les techniques de reconnaissance visuelle pour détecter les visages dans la population. Il me semble qu'en France et en Europe, hein, nous avons d'autres visions des choses, et je crois que c'est en essayant d'être nous-mêmes, de savoir qu'est-ce que nous voulons. Le futur qui arrive, il ne nous tombe pas sur la tête, hein, c'est nous qui le forgeons, et je crois qu'il faut simplement savoir quel est notre désir, quelle est la société que nous voulons dans le futur. Alors ça, c'est une question très intéressante, hein. C'est la question des sciences citoyennes et participatives. Alors, d'un côté, les sciences participatives, c'est une conception très technique, hein, qui fait appel aux ressources des réseaux, mais qui est antérieure, hein. Il y a eu des techniques de sciences participatives dès le début du XXe, même à la fin du XIXe siècle, où on associait un très large public à la collecte d'informations. Ça peut être pour l'ornithologie, par exemple, hein, ça peut être pour l'observation de la biodiversité, ça peut être pour l'astronomie, hein. Il y a des clubs d'amateurs, hein, qui ont joué un rôle très, très important. Ça a, bien sûr, comme effet de motiver un certain nombre de gens, et aussi d'expliquer la démarche scientifique, de comprendre sur quoi elle se fonde. Et bien sûr, les réseaux, aujourd'hui, peuvent aider à cela, puisque par le monde entier, on peut contribuer, hein, et on peut en même temps utiliser ces informations que nous donne l'ensemble de la population. Alors ça peut être simplement des données d'observation élémentaires, ça peut être des citoyens passifs qui portent des capteurs, hein, mais ça peut être aussi des réflexions un peu plus importantes. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Polymath, hein, où il y a des conjectures qui sont mises en libre accès, et des gens peuvent, dans le public, essayer de résoudre, hein, de trouver des démonstrations. Donc ça, c'est, je crois, très important pour le futur. Moi-même, j'ai travaillé là-dessus, hein, sur un domaine qui m'intéresse, sur les humanités numériques, hein, c'est-à-dire l'équipement des disciplines de réduction traditionnelles avec des outils informatiques. Et dans ce contexte-là, on essaye de faire acquérir des données par un ensemble de personnes, hein, par exemple d'annoter, hein, des éditions, hein, avec un très large public. Ça, donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif, hein, et qui marche assez bien. Puis il y a une deuxième question, alors, qui est différente, c'est celle de la science citoyenne, c'est-à-dire jusqu'à quel point les citoyens doivent contrôler les orientations scientifiques, hein, est-ce qu'ils doivent définir les sujets de recherche. Et alors là, je dois dire qu'en tant que scientifique, hein, je crois qu'il est important de préserver notre liberté, c'est-à-dire de définir nous-mêmes nos sujets de recherche. L'imagination, ce n'est pas quelque chose qui agit à la commande, hein, et réduire le scientifique à être un exécutant, ce serait fort dommage, hein. L'esprit humain, hein, crée, invente, découvre, parce qu'il a une certaine liberté. Et je crois qu'il est extrêmement important de la préserver, car sinon nous n'aurons plus de science, hein, nous n'aurons qu'une ingénierie à la solde des groupes de pression qui en fait ne représentent pas la société, qui la plupart du temps, hein, sont des activistes militants, hein, qui veulent exercer une pression pour accroître leur pouvoir. Et moi, je crois que je suis vraiment pour la liberté, pas pour soumettre les scientifiques à quelques-uns. Alors, le métier de scientifique a évolué, hein, en
ces formes. D'abord, il y a une massification quand même, hein. Il y a plus de scientifiques aujourd'hui que ce qu'il y en avait auparavant, hein. Et en même temps, c'est un métier qui est difficile parce que bon, les salaires sont peut-être moins importants qu'ils le sont, mais indépendamment de cette question de salaire, il y a de fortes pressions qui s'exercent sur les scientifiques au cours de leur activité, hein, parce qu'ils doivent répondre à des appels d'offres, hein, avec des sélections extrêmement fortes, hein. Donc tout ça, bien sûr, rend cette activité difficile, frustrante. Et puis il y a relativement peu de postes, hein. Les gens arrivent à s'insérer dans la vie active assez tard, hein. Donc ça, ce serait certainement, hein, ce qui pourrait faire l'objet d'amélioration. Et puis il y a quelque chose qui intervient certainement aujourd'hui et qui est dommage, c'est que les jeunes gens souvent se détournent un peu de la science parce qu'ils la trouvent peut-être plus difficile, hein, et que beaucoup vont vers des métiers de commerce, hein, des métiers de droit, des métiers d'administration. Et je crois que c'est dommage parce que quand même le grand défi de notre temps, c'est la recherche scientifique, la quête de connaissances nouvelles, hein, et je pense qu'il faut essayer d'en convaincre les jeunes générations, hein, ce qui n'est pas vraiment très facile, mais je crois que ce qui n'est pas désespéré, hein. Alors je crois effectivement que, bien sûr, il est bon de sensibiliser les gens les plus jeunes, mais ensuite de poursuivre cette activité. Malheureusement, la formation au collège et au lycée, souvent, a tendance à décourager les élèves, parce qu'elle est en France vue sous une forme punitive, hein. Ce sont des épreuves extrêmement difficiles qui sont là, plus pour essayer de vérifier que les gens sont conformes, plutôt que les éveiller vraiment à la démarche scientifique, hein. Et c'est donc de ce fait, à mon sens, contre-productif, puisque on demande aux élèves, hein, de se conformer à une idée assez rigide, hein, de ce que doit être la science, la réponse à un exercice scientifique, hein. Je vois, je prends l'exemple de mon fils, je me suis rendu compte que, en le conduisant, hein, dans un festival d'astronomie l'été, il avait une passion pour la physique, hein, et bon, il est dans un assez bon lycée, il a de bonnes notes en S, et il a été complètement dégoûté de la physique parce que l'enseignement était peut-être trop centré sur des exercices, sur la réponse à des questions qui lui étaient posées, que sur la curiosité, hein, et l'intérêt vers de nouvelles théories, hein. C'est pour ça que il me semble aussi important d'enseigner la généalogie des théories pour bien comprendre que ce sont des hommes qui sont battus, qu'il y a eu des hypothèses qui étaient conflictuelles, et que justement c'est tout le travail des scientifiques d'aller au-delà de ces controverses, hein, et de trouver des éléments qui permettent ensuite d'avoir une conclusion assez assurée, hein, voilà. Et ça, je crois que ce côté vivant de la science, certainement, manque beaucoup dans l'enseignement. Peut-être, hein, j'espère que ce sera le cas, hein, dans les futurs programmes, hein, ce qu'on appelle les humanités scientifiques et numériques, hein, permettront à travers les humanités scientifiques, hein, d'expliquer effectivement cette évolution de la démarche scientifique. Ça me semblerait extrêmement bénéfique pour le futur.